Bonjour à tous. C'est un plaisir de pouvoir vous présenter mes deux expériences new-yorkaises et un plaisir d'être ici et un plaisir d'intervenir à ce moment de la journée où j'espère que vous êtes tous convaincus qu'on va avoir plein de traitements sous peu. Peut-être qu'on pourra les financer et que le dépistage c'est important parce que si on se traite tôt, on a une meilleure évolution. Donc le projet Guardian, là on souffle les 1 an de la première inclusion à quelques jours près. Et c'était un projet qui vise à faire du dépistage néonatal par génome avec une analyse ciblée de gènes chez 100 000 nouveau-nés de l'État de New York sur 5 ans. Donc là, on est au-delà de 5 000 personnes recrutées. Et à terme, on devrait avoir 20 000 recrutements par an, au moins. Donc j'étais dans l'équipe du docteur Shum, qui était à Columbia et qui est maintenant à Boston, à Harvard. Donc l'étude Guardian, c'est un acronyme qui veut dire quelque chose. Genomic Uniform Screening Against Rare Disease in All Newborns. Il y avait vraiment la volonté d'accroître l'équité et d'accès au dépistage et au séquençage haut débit, qui aux États-Unis reste compliqué. Les autres buts de l'étude, c'était dans un premier temps d'avoir un diagnostic et un traitement précoce des participants. L'autre but était de générer des preuves de l'utilité du séquençage du génome dans le cadre du dépistage dans une situation aussi proche de la vraie vie qui était possible dans le cadre d'une étude. En sachant que l'idée de dépister par le génome, c'est très ancien, c'est dès le séquençage du génome dans les années 2000, des gens ont émis l'hypothèse qu'on pourrait faire du dépistage avec du génome. Ils avaient même émis l'idée à l'époque que ça puisse remplacer le dépistage traditionnel, et on verra plus tard que c'est complémentaire et ce n'est pas du tout un remplacement. L'autre point qui va être très, très important, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des projets de recherche, y compris des projets de recherche nationaux avec la population nationale, c'est de caractériser l'incidence et l'histoire naturelle des pathologies rares, sans biais ou en tout cas avec des biais de recrutement différents. Et on s'aperçoit qu'il y a dans la littérature des pathologies décrites comme avec une pénétrance complète et qui sont probablement des biais de description. Au niveau du design de l'étude, le design a pris du temps. Il a été fait en étroite collaboration avec les représentants des populations qui sont représentées et servies par les hôpitaux de Columbia, donc qui sont disséminés dans les 5 boroughs de New York. Et l'information se fait au 3e trimestre, quand c'est possible, lors de la visite avec le gynécologue, par l'intermédiaire de flyers avec un lien vers le site. On n'arrive pas à voir toutes les femmes pendant cela, et une majorité de l'information se fait encore au lit du patient, après la naissance. Le consentement, il peut être donné dans le 1er mois de vie. Et donc, c'était une demande de l'équivalent des centres de protection des personnes, que les familles aient le temps de décider. Et donc, ils peuvent prendre le temps, ils peuvent rappeler une conseillère en génétique qui est dédiée à l'étude pour discuter s'ils ont des questions. Finalement, il y en a assez peu qui ont des questions. Quand ils hésitent à être inclus, en général, ils ne participeront pas. Il y en a quelques-uns qui, après discussion, rediscuter avec le mari, la famille, changent d'avis. Et c'est possible parce qu'il n'y a pas de nouveau prélèvement dans le cadre de Guardian. On utilise le même Guthrie que celui qui est prélevé pour le dépistage traditionnel à New York. Donc, ça impose des contraintes. En particulier, ça ralentit le délai de rendu. Il n'y a pas de prélèvement supplémentaire. Et ça nous permet d'avoir un petit peu de gap de temps pour les familles pour décider. Une fois que le consentement est signé, l'extraction est faite par le centre de l'État de New York qui coordonne le dépistage au niveau de l'État. Et cet ADN est ensuite envoyé à GeneDx qui fait le séquençage du génome avec analyse ciblée des gènes qui ont été sélectionnés dans le cadre de l'étude. Ce résultat, il est ensuite rendu au titre de la clinique. C'est un résultat désidentifié qui va dans le dossier patient et qui rapporte positif ou négatif. On parle bien de dépistage et il y a des tests de confirmation qui sont faits ensuite si besoin. Et pour ceux qui sont positifs, ils sont vus par les spécialistes d'organes concernés avec un traitement qui est précoce, qui est instauré lorsqu'il est nécessaire. Au niveau des pathologies qui sont dépistées, on a fait le choix d'avoir 2 groupes de pathologies. Le groupe 1, qui est testé chez tous ceux qui souhaitent participer, qui représente 155 pathologies et 148 gènes, qui représente tout le spectre des pathologies qui sont dépistées sur le dépistage traditionnel à New York, qui dépiste déjà 50 pathologies. Ce sont des pathologies qu'on considère comme traitables, au moins aussi traitables que celles qui sont incluses dans le dépistage traditionnel, avec des critères qui sont différents à New York qu'en France. Et les traitements peuvent être extrêmement lourds. Il y a en particulier des greffes dans le cadre de ces traitements. Donc on n'a pas limité ce groupe sur l'invasivité des traitements, contrairement à d'autres équipes, en particulier l'équipe anglaise. Et pour ce groupe de pathologies, le groupe 1 de pathologies traitables,
il y a des tests de confirmation qui sont disponibles, des tests de confirmation biochimique ou par imagerie ou par test de l'audition, mais on peut confirmer le dépistage avec un autre test. Pour le groupe 2, on a 100 pathologies qui représentent 90 gènes, et c'est majoritairement des pathologies du neurodéveloppement. L'épilepsie est fréquente dans ces pathologies et on suppose que la prise en charge précoce va améliorer l'évolution, mais on n'a pas forcément de preuves formelles pour toutes. Les tests de confirmation ne sont pas toujours disponibles pour ces pathologies. On en a à peu près 20% pour lesquels il y a un test de confirmation et 80% où le seul moyen de confirmer ou d'infirmer le variant va être les études familiales. Au niveau des principes pour la sélection des gènes, on avait défini qu'on souhaitait uniquement inclure des pathologies avec un âge médian de début des symptômes avant l'âge de 5 ans pour se rapprocher de ce qui est fait dans le dépistage classique. Là aussi, en fonction des équipes qui font aussi du dépistage néonatal par génome, il peut y avoir des critères différents avec des inclusions aussi de pathologies à l'âge adulte et des listes de gènes qui peuvent varier de 100 à presque 1000. C'est un âge médian de début des symptômes d'après la littérature et peut-être qu'on va réévaluer l'âge médian des symptômes avec ces projets qui font qu'avoir des projets pilotes vont être cruciaux si on veut passer sur un dépistage en routine. On souhaite une pathologie avec des pénétrances des symptômes cardinaux au-delà de 90% pour éviter les faux positifs. Et là aussi, on s'est basé sur la littérature et peut-être qu'on va réévaluer cette pénétrance avec les données qui seront générées par ces projets pilotes. Pour les pathologies du groupe 1, on considère qu'on souhaitait des traitements efficaces, au moins comparables à l'efficacité des pathologies testées en routine. Alors, à New York, il y a quelques pathologies dont l'efficacité des traitements est questionnable, en particulier la maladie de Crabbe. Et on s'est guidé sur ces principes qui avaient fait pour l'inclusion des pathologies traditionnelles pour notre étude. Pour les pathologies du groupe 2, on n'a pas cherché à être exhaustif, on voulait surtout faire une preuve de principe, déterminer ce que souhaitait la population, parce que finalement, on n'avait pas vraiment de bonnes idées de quels allaient être les souhaits de chacun. Et on a inclus des pathologies sur lesquelles quelqu'un dans l'équipe avait une expérience personnelle, des choses qu'on connaissait, on était à l'aise avec. Au niveau des principes, et c'est toute la beauté du génome, c'est que finalement, on peut modifier le nombre de gènes quasiment à façon, et on prévoit d'augmenter le nombre de gènes avec une implémentation d'une nouvelle liste plus exhaustive, avec 100 gènes en plus, dont une majorité de gènes du groupe 1, avant la fin de 2023. On a retiré un gène d'hypothyréoïdie congénitale du HOX2 qui nous causait pas mal de soucis avec beaucoup de faux positifs, et un dépistage traditionnel qui est déjà très efficace. Et on a déjà une V3 qui est prévue en 2024 avec encore 200 gènes. Donc, et ça va être un défi, c'est une liste de gènes qu'il va falloir réévaluer régulièrement parce qu'il va y avoir plus de traitements, et je le souhaite, et du coup on a du travail. Et il y a aussi la possibilité que des pathologies qu'on considère comme peu traitables et qui sont plutôt dans le groupe 2 deviennent, avec un essai bien contrôlé, avec un traitement bien efficace, et dans ce cas-là on pourra les repasser en groupe 1. Donc c'est une liste qui est une liste de recherche et qui a vocation à évoluer. Au niveau des critères de filtration des variants, on a changé de critères et on est devenu un peu plus stringent au bout de 4 mois dans l'étude. Pour les pathologies autosomiques dominantes et liées à l'X, on rend uniquement les variants de classe 4 et 5 selon les règles de classification ACMG. Et ça, on a toujours fait comme ça. Pour les pathologies autosomiques récessives, initialement, on avait des ratios différents entre groupe 1 et groupe 2. Et finalement, on a simplifié pour aller uniquement sur les critères les plus stringents qu'on avait pour le groupe 2. Donc, maintenant, pour les pathologies de groupe 1 et du groupe 2, on rend les variants de classe 3+, uniquement s'ils sont associés à des variants de classe 4 ou 5. Alors, il y avait la discussion de rendre uniquement les variants de classe 4 et 5, mais il y a l'étude d'Adhikari sur les pathologies métaboliques qui a été faite en Californie. C'est une grande étude rétrospective. Et si on n'incluait pas les VUS, on avait un problème de perte de spécificité et de sensibilité d'au moins 20%. Donc on a fait le choix de les inclure. Et a posteriori, en regardant nos causes de faux positifs qu'on avait avant de prendre ces règles plus stringentes, on a un bon ratio de sensibilité et de spécificité, avec normalement peu de faux négatifs et plus de faux positifs. Pour CFTR, c'est un gène, on ne s'y attendait pas et ça a été une des surprises quand on a lancé l'étude. C'est en fait, avec ces règles de classification, on avait beaucoup de variants de classe 3+ dans CFTR qui n'étaient jamais confirmés derrière et qui nous causaient beaucoup de faux positifs et beaucoup de difficultés d'interprétation pour GeneDx. Et finalement, on a fait le choix de ne pas rapporter le variant de classe 3 pour CFTR
et uniquement de rapporter les variantes déjà connues comme classe 4, classe 5. Comme je vous ai dit, il y a des équipes qui ont pensé que le dépistage par génome pourrait à terme remplacer le dépistage traditionnel. Pour des questions de coût, ça pourrait être bien, mais en pratique, ce n'est pas du tout possible. D'une part, la couverture en génome de certains gènes est catastrophique, en particulier pour l'hyperplasie congénitale des surrénales. D'autre part, l'hypothyroïdie congénitale, c'est quand même une des pathologies les plus fréquentes dans le dépistage néonatal, et ce n'est pas monogénique dans la plupart des cas. Après, il y a quand même des avantages du génome, c'est bien pour ça qu'on veut le faire. Il y a un scope qui est beaucoup plus large, et on espère que la valeur prédictive positive soit plus haute pour de nombreuses pathologies via le génome. Donc vraiment complémentaire et pas antagoniste, au contraire, parce qu'on apprend des deux. Et il y a aussi le temps de rendu. Actuellement, on n'est pas dans des temps de rendu qui sont compatibles vraiment avec un déploiement en clinique. Concernant le recrutement, donc ça fait 1 an qu'on a recruté le premier patient, initialement dans un seul hôpital, puis un deuxième, et maintenant on a 6 sites de recrutement disséminés sur tout New York, avec une armée d'assistants de recherche qui vont voir les familles et faire signer les consentements. On avait 11 032 enfants éligibles. Sur les règles d'éligibilité, il faut que ce soit des enfants bien portants, donc on n'a pas inclus les enfants en néonatologie ou en réa, et on a inclus uniquement des familles qui étaient anglophones, hispanophones ou qui parlaient mandarin. En fait, les langages qui sont parlés par les assistants de recherche clinique. Toutes les familles ne sont pas approchées puisque les assistants de recherche clinique ne sont pas présents les week-ends et les jours fériés. Et il y a certains sites où on a volontairement limité les approches pour ne pas submerger le laboratoire de demande. Donc on est à 63,9% d'approches. Et ce taux va augmenter parce qu'on a maintenant une meilleure technique d'extraction qui va nous permettre d'augmenter les capacités de séquençage. Sur ceux qui sont approchés, il y a une grande majorité qui sont inclus, avec 72,8% qui sont inclus, soit 5000 personnes, 133 actuellement. Et la très grande majorité choisit groupe 1 et 2. C'était vraiment une surprise pour moi, je m'attendais à ce que ce soit une minorité. Et à l'usage, c'est 90% des familles qui choisissent groupe 1 et 2 et uniquement 10% qui choisissent groupe 1. Pour comparer au taux de recrutement sur d'autres études de dépistage néonatal, à New York, il y a eu pour la myotrophie spinale, le taux de recrutement était autour de 80%, et aussi pour la myopathie de Duchenne. Donc on est un petit peu en dessous, ce qui montre que nos assistants de recherche font du bon travail, parce qu'on leur a donné la consigne de on n'a pas beaucoup de recul sur ce type d'approche, et il ne faut absolument pas forcer la main aux familles. Sur le type de consentement, vous voyez en rose, c'est les consentements qui sont faits à distance après le retour au domicile. Donc une très grande majorité qui sont faits pendant le séjour à la maternité dans les 48 premières heures. Au niveau des retours, on a un retour de un peu moins de 20% des patients après le consentement à l'étude initiale, avant qu'ils reçoivent leurs résultats. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils veulent tous connaître les résultats pour leur bébé de l'étude. Il y a un vrai intérêt. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit qu'ils sont un peu partagés sur est-ce qu'ils ont des inquiétudes sur que leur enfant ait un risque sur les pathologies. On voit vraiment une distribution un peu homogène, qui je pense représente bien les personnes qui sont inquiètes, pas inquiètes dans la population générale. Au niveau du séquençage qui est fait par GeneDx, tous les résultats ne sont pas encore disponibles parce qu'il y a toujours un délai. Aujourd'hui, on en a 4265 pour lequel le séquençage est finalisé. On a uniquement 3 échecs pour quantité non suffisante. Et un échec du séquençage uniquement pour 6 au bout de 2 runs de séquençage. On a dû faire 2 runs de séquençage pour 24. Donc, en d'autres termes, on a 18 qui, après un deuxième run de séquençage, ont été récupérés. Et 6 où, après un deuxième run de séquençage, étaient toujours négatifs. En tout cas, non successifs, non réussis. Le séquençage réussi, c'est une très très grande majorité avec 4256 sur 4265. Donc ça marche sur un Guthrie et sur des quantités d'ADN qui sont toutes petites. Au niveau des résultats, sur ces 4256 résultats qui sont disponibles, on a 3,5% de résultats positifs, de dépistage positif, et 96,5% de négatifs. Alors, il faut savoir que sur le dépistage traditionnel à New York, le taux de positif est de l'ordre de 0,3%. Donc on a multiplié par 10 le nombre de résultats positifs. Ça nous fait 149 participants avec un screening positif, donc 4 avec un double positif. Tous ces doubles positifs, il y a un déficit en G6PD parmi un des diagnostics, un des dépistages positifs. Dans le groupe 1, c'est la grande majorité des positifs. On a 137 positifs dans le groupe 1, dont 111 de vrais positifs. Alors, ça paraît très haut.
c'est monté par la très grande proportion de déficit en G6PD qu'on a dans l'étude, qui représente 85% des 85 des 111 résultats. On a 20 positifs, dont 11 qui sont liés à CFTR, ce qui nous a fait adopter les nouveaux critères de filtration pour CFTR. Il y en a 6 qui sont en cours de confirmation. Pour le groupe 2, on a 16 positifs, avec environ 50% de vrais positifs. Alors, je ne peux pas vous présenter tous les screenings positifs, confirmés ou infirmés qu'on a, donc j'en ai pris quelques-uns qui sont iconiques pour nous. On a identifié un variant faux sens bien connu, classe 5 de KCNQ1, qui est associé avec QT long de type 1, dont la mortalité est estimée entre 6 et 8% avant l'âge de 40 ans, en l'absence de traitement. Les parents de ce petit ont été testés et ils n'avaient pas le variant, qui est donc bien un variant de novo. Et le diagnostic de QT long, il a été confirmé chez ce petit avec un QT à 470 millisecondes pour une normale inférieure à 440. Suite à ce screening positif et la confirmation, les bêta-bloquants ont été introduits chez ce tout jeune enfant avec une liste de médicaments à éviter et un suivi par les cardiologistes pédiatriques. Et depuis, on a eu un deuxième résultat positif pour KCNQ2. Donc, on a vraiment, le QT long est probablement une bonne indication à screener. Autre histoire qui nous a particulièrement marqué, alors ça fait bizarre de parler de mutation d'IL2RG après l'intervention de M. Fischer. On a identifié un variant faux sens qui est dans le gène de SKID lié à l'X. Pas d'histoire familiale, variant de novo, c'était le branle-bas de combat quand on l'a identifié pour tester toute la famille. Et ce qui est très intéressant, c'est que les SKID sont dépistés sur l'État de New York par le dosage des TIREC, qui était négatif chez cet enfant, et vraiment négatif, qui n'était pas borderline, c'était complètement négatif. Et ce variant, il a été rapporté 2 fois dans les littératures, dont une fois par une équipe californienne, chez un enfant aussi avec un dépistage négatif, une infection sévère à 1 an. Donc c'est probablement un variant qui donne des formes un peu décalées dans le temps de SKID, atypiques, je ne dirais pas moins sévères, parce que c'est des enfants qui sont quand même sévèrement atteints, mais qui en tout cas sont ratables par le dépistage néonatal. Et ce variant il avait été rapporté avant par l'équipe de M. Fischer, chez un jeune homme avec une infection à 5 ans sévère, puis une évolution sévère et un décès à 16 ans. Le diagnostic chez cet enfant, il a été confirmé, il a bien une lymphopénie, un défaut sévère de maturation, qui est probablement arrivé après la période néonatale, sans diminution des immunoglobulines. Et donc le tableau était considéré suffisamment sévère et inquiétant par les immunologistes pour qu'il ait pu bénéficier d'une transplantation un peu identique la semaine dernière. Et dès que le screening est revenu positif, on a mis en place une prévention des infections. Donc, il faut savoir que le rationnel pour faire un dépistage des SKID, c'est si un enfant a déjà fait une infection, le pronostic des greffes derrière est bien inférieur. Donc, il faut vraiment faire une greffe avant qu'il y ait eu des infections, ça améliore énormément le pronostic. Pour le groupe 2, on a eu un variant de classe 5 dans CDKL5, un variant frame shift, aussi rapporté dans la littérature. Donc, gène d'encéphalopathie épileptique et développementale, identifié chez une petite fille qui n'avait pas d'histoire familiale positive, et en fait, qui avait convulsé la semaine dernière et qui avait déjà eu son résultat par un génome ultra rapide en 48 heures, et donc les parents étaient déjà au courant. Et donc ça, on pense qu'à terme, on va améliorer notre temps de rendu. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la famille nous a dit qu'eux, ils auraient adoré avoir le résultat de Guardian avant d'avoir vu leur fille convulser, parce que la période où ils l'ont vu convulser sans savoir ce qui se passait a été absolument atroce pour eux. Donc ils sont extrêmement favorables au programme. Et pour moi, c'était une réaction auquel je ne m'attendais pas forcément, qui m'a vraiment marqué. J'entends que ça fait des remous. Donc, au bout d'un an, je suis vraiment persuadé que c'est un train qu'il ne faut pas rater, le dépistage néonatal par génome. C'est une opportunité incroyable pour la génétique et pour la santé publique. Mais il y a des difficultés qu'il ne faut pas négliger, et on a vraiment besoin d'études pilotes qui vont générer des données, qui vont simplifier les choses. Un des gros problèmes, c'est le biais de la littérature pour la pénétrance et l'âge de début, où clairement il y avait des biais de recrutement et de description. Et le seul moyen de le régler, ça va être d'avoir des études pilotes avec une taille suffisante pour mieux décrire. La question de la nomination des pathologies, c'est une question sans fin. Il faut qu'on puisse estimer la pénétrance et la traitabilité. Quel est le cut-off qu'on met pour inclure ou ne pas inclure?
la question de qui est-ce qui fait la veille bibliographique pour dire ce traitement est efficace, il faut qu'on change de groupe 2, groupe 1. Quand on a plus de 500 gènes, ça va commencer à devenir lourd. L'autre question est la liste de variants. Est-ce qu'il y a des variants qu'on exclut parce que la pénétrance trop incomplète ou début tardif? Et beaucoup de questions à ce niveau-là. Il va vraiment falloir qu'on se mette tous ensemble pour les régler. Une autre problématique, c'est les règles ACMG. Elles ne sont pas complètement taillées pour le dépistage. En particulier, le critère de cluster de mutation probablement a du défaut positif et il faudra peut-être des règles spécifiques au dépistage. L'organisation du rendu et des tests de confirmation, elle est lourde, il faut aussi l'anticiper. Les temps de rendu, il faut qu'on les réduise. Et il y a la question du coût. Même si on a du génome à 100 ou 200 $, il faut savoir que le dépistage néonatal traditionnel aux États-Unis, c'est entre 50 et 200, coût des infrastructures, coût du personnel compris. Donc on doublerait au minimum le coût du dépistage néonatal. Donc, il va quand même falloir qu'on dépiste beaucoup de gens et qu'on améliore leur vie pour que ce soit coût efficace. Et puis, c'est une grosse étude, on a 5000 patients, ça nous a bien occupés pendant 2 ans et on était une armée à le faire, mais c'est qu'une petite fraction de la population. Il va falloir qu'on soit nombreux et le déploiement à grande échelle, c'est une autre paire de manches. En conclusion, il y a eu un taux de recrutement élevé dans Guardian et je pense que la population est vraiment prête à faire du dépistage néonatal par génome. Il est faisable à petite échelle. On peut rendre en 3 à 6 semaines, il y a encore des progrès à faire. On dépiste des pathologies traitables qui ne sont pas dépistables autrement. Mais il y a du boulot, et il faut qu'on se mette tous ensemble. Le déploiement à large échelle, ce n'est pas facile. Les critères de filtration, il faut qu'on les améliore pour le dépistage. Et la sélection des pathologies, on va avoir besoin non seulement des généticiens, mais aussi des spécialistes d'organes. Voilà. Et donc je remercie GeneDx qui était tout le séquençage, Sanofi qui nous a largement financé, Illumina qui a fourni les réactifs, et le département de la santé qui a fait toute l'extraction et qui nous apporte le savoir-faire du dépistage néonatal.